Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Un autre regard, l'émission qui explore l'invisible, l'étrange et ce qui échappe encore aux certitudes. Pour cette 16e émission, je vous propose un voyage tout particulier. Un voyage entre ciel et terre, aux confins du connu et de l'inexpliqué. Une atmosphère étrange où le ciel se couvre de silence. Puis soudain, s'illumine d'une présence. Une lumière inexpliquée, une forme qui défie les lois de la physique, un instant suspendu, entre fascination et crainte. Depuis des décennies, les phénomènes aériens non identifiés, PAN, et les ovnis intriguent, interrogent et bouleversent. Et si l'on pense souvent aux grandes plaines américaines de la fameuse zone 51, ou à la proximité des centrales nucléaires pour observer ces manifestations exceptionnelles, l'on joue elle aussi à ces mystères. Vous risquez même d'être surpris. Pour explorer et décrypter ces mystères locaux, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Brochard, président de l'association OVNI Anjou, anciennement AEIOU, un acteur incontournable de l'ufologie régionale. Ensemble, nous allons revenir sur la genèse de cette association, sur la manière dont les témoignages sont traités, analysés, confrontés aux faits et aux données, sur le sérieux des enquêtes menées, loin des clichés et des fantasmes. Mais ce n'est pas tout. Au fil de cette émission, vous découvrirez plusieurs cas remarquables survenus en Anjou, des observations qui ont marqué les esprits, semé le doute et parfois ouvert des portes vers l'inconnu. Et on sollicitera également votre aide pour des témoignages. Enfin, nous évoquerons un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les curieux dans le ciel et ses énigmes, la 4e édition de la rencontre ufologique de Montsoreau, prévu en octobre 2025. Un événement où se croisent chercheurs, témoins, passionnés pour des conférences et des débats. Alors ce soir, levez les yeux, laissez vos certitudes au sol et suivez-nous là où les questions n'ont pas encore trouvé de réponse. Bienvenue dans Un autre regard, spécial OVNI en Anjou. Alors bonjour Frédéric Brochard, bienvenue. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors déjà la question moi qui me brûle les lèvres, c'est comment déjà est-ce que vous êtes venu aux OVNI ? C'est une longue histoire, parce que donc, j'ai 55 ans, et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'ufologie à travers la bande dessinée. J'étais passionné de bande dessinée étant adolescent, et j'ai découvert à la Bibliothèque d'Angers une série de l'Aube et Gigi qui s'appelait Le dossier des soucoupes volantes. J'étais passionné par ça, donc ça m'a intéressé fortement, et ça piquait au vif ma curiosité et mon envie d'en savoir un petit peu plus. Bon, après j'ai fait mes études dans le domaine artistique, et donc après, j'ai vécu une vie un petit peu différente et mon envie, ma passion est revenue un peu plus tard, dans les années 90, en 96, parce qu'en fait, j'étais sur Nantes et j'ai découvert qu'il y avait une association qui s'appelait France Ufologie qui traitait du phénomène OVNI. Et donc, je me suis inscrit à l'association, j'ai commencé mes premières enquêtes et après, j'en suis venu à créer une association en Anjou. Au départ, c'était AEIOU, donc maintenant c'est OVNI Anjou. Pourquoi est venue cette envie de faire une association et d'enquêter vous-même ? Alors comment ça s'est opéré ? C'est-à-dire qu'en fait, faisant partie de l'association France Ufologie été 96, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de phénomènes qui avaient été observés durant cet été-là. C'est-à-dire qu'on a assisté à une vague au niveau local, mais au niveau départemental conséquente, avec des dizaines d'observations de formes diverses, on en reviendra tout à l'heure, concernant des cas de phénomènes OVNI. Donc suite à ça, on s'est dit pourquoi ne pas créer une association sur l'Anjou simplement, pour ne pas traiter avec le côté national, vraiment se polariser sur les phénomènes locaux et départementaux. Et donc du coup, cet été-là, on a créé donc l'AIOU, qui était l'association d'enquêteurs d'investigation des observations ufologiques. Donc on était essentiellement des enquêteurs de terrain, une quinzaine à peu près. Ah, d'accord.
Et quels sont, en tant qu'association, donc vous enquêtez sur les phénomènes, mais est-ce que vous avez d'autres objectifs à votre association? Alors, les objectifs de l'association sont divers et multiples. C'est avant tout faire connaître donc l'ufologie à travers les rencontres et surtout d'enquêter sur le terrain. Parce qu'en fait, les objectifs de l'association sont de rompre l'isolement des personnes intéressées par les personnes intéressées par les phénomènes non identifiés liés à l'ufologie. Également, élargir les champs de recherche, d'analyser, d'étudier et de débattre du phénomène des objets volants non identifiés. Et exercer également une activité ufologique non lucrative indépendante. Et effectuer des enquêtes et occasionnellement sensibiliser et informer le public sur le phénomène OVNI à l'occasion de manifestations ou de rencontres. D'accord, je vois qu'effectivement c'est un large panel et du boulot. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on a vu quelque chose de sauter le pas et de trouver à qui en parler finalement. Chez moi je débarquais à la gendarmerie pour parler de ça, enfin on ne me recevrait même pas quoi. Alors, disons qu'ils sont tenus et obligés de prendre en considération votre témoignage. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'en fait, il pourrait s'agir en fait de phénomènes observés qui pourraient atteindre en fait à la sûreté du pays. Notamment éventuellement des incursions étrangères. Comme des drones ou des choses comme ça. Comme des drones ou même peut-être même des objets plus conséquents qui pourraient atteindre des cibles et notamment aussi peut-être, comment dirais-je, embêter un certain nombre de gens. Alors, quand vous recevez un témoignage, est-ce que vous avez un process du coup d'enquête pour pouvoir valider qu'il s'est bien passé quelque chose? Comment est-ce que vous enquêtez là-dessus? Si quelqu'un vous envoie du coup un mail pour vous raconter ce qu'il a vu, comment est-ce que vous mettez en œuvre là, du coup, le côté analyse et enquête? Alors, tout d'abord, le témoin nous contacte. Bon, on reviendra tout à l'heure sur les moyens de nous contacter. Bien sûr. C'est ça, bien évidemment. Donc, dans un premier temps, on lui demande de nous faire parvenir le maximum d'informations concernant son observation. En fait, on travaille beaucoup sur le côté factuel des choses. Il nous faut des faits précis concernant la date de l'observation, la durée, les caractéristiques visuelles, sensorielles liées à l'observation du témoin. Ça, c'est un premier point. Donc, suite à ça, on procède à des recherches concernant tout type de choses qui se seraient produites au moment d'observation. Ça peut être aussi des phénomènes aéronautiques qui seraient observés, phénomènes naturels ou autres. D'accord, donc vous écartez effectivement, on va dire, toutes les causes plus naturelles avant d'en venir effectivement à la piste ufologique. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de premier tri, je dirais, c'est qu'en fait, on arrive quand même assez vite à mieux définir ce qu'aurait pu observer le témoin. Bon, souvent, dans la plupart des cas, il s'agit d'observation ou d'erreurs d'interprétation quant à un phénomène connu ou naturel. Une mauvaise identification de quelque chose finalement. Bon, sachant que dans les cas les plus relatés, ce sont des cas d'observation où il n'y a pas d'ambiguïté quant au type de phénomène observé. Ça peut être une erreur concernant un astre céleste, ça peut être aussi, par exemple, des fusées d'Elon Musk, ou alors, je sais pas moi, des trains de satellites, par exemple. Comme le Starlink qu'on a pu observer. Donc une fois que vous avez, on va dire, analysé le côté factuel, est-ce que vous faites une enquête terrain? Alors, l'enquête terrain, c'est dans un second temps. En fonction des caractéristiques du phénomène ou des phénomènes observés, on se décide ou pas d'aller rencontrer le témoin. Déjà, c'est d'obtenir plus d'informations et notamment en relatant, avec ce que nous a relaté le témoin, de pouvoir plus préciser ce qu'il aurait pu observer. Donc on se rend sur le terrain des faits avec le témoin. Comment est-ce que vous appréciez la crédibilité du témoin? C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément, on va dire, palpable, qui rentre pas dans des cases. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais par expérience, moi ayant effectué peut-être plus de 80 enquêtes de terrain, on arrive quand même assez vite à détecter au niveau du témoin sa crédibilité. Parce qu'on a des process aussi qui nous permettent de pouvoir cerner le témoin avec aussi des questionnaires très pointus, très précis, et ce qui nous permet de mieux définir, et en retournant plusieurs fois sur le terrain, de manière à essayer de mieux voir, effectivement, mais aussi de découvrir si le témoin nous ment ou pas. Si les détails donnés correspondent avec la localisation, avec ce qu'il était possible de voir ou pas voir, suivant où il était, par exemple. Tout à fait. Mais bon, il va de soi que plus le cas est conséquent, plus l'observation est approchée, plus le témoin est dans un état de stress ou de post-traumatique. En fait, il y a une situation qu'il a dépassée complètement, qu'il dépasse même encore à l'heure actuelle complètement. Ah oui, je pense que déjà, il y a une sidération tout de suite. Il fait que, quelque part, on n'enregistre pas 100% des
des choses qu'on ferait en temps normal. Donc oui, j'imagine que c'est comme ça reste un événement quand même exceptionnel. Ça laisse des traces et on n'est pas tout à fait indemne après. Hein. Ah, tout à fait. Comme un d'autres témoins, vous avez le cas de Dominique que vous aviez déjà rencontré à ce sujet, que nous avons enquêté sur le terrain des faits et pour lequel elle nous a narré son récit et fait part d'éléments factuels qu'elle avait notés qui ne correspondent pas des choses que l'on peut imaginer, notamment des caractéristiques du phénomène dans un espace très restreint, enfin des tas de choses qui nous laissent vraiment déjà à penser, à dire que ce témoin est crédible. D'accord, c'est déjà effectivement une première étape. Est-ce que ça vous arrive de travailler en collaboration avec d'autres organismes ufologiques ou scientifiques ? Alors, on travaille notamment avec un ufologue qui s'appelle Jean-Marie Bigorne, qui est du nord de la France, avec lequel on relate un certain nombre d'enquêtes en cours. Et notamment, on travaille avec toute l'équipe d'OVNI Anjou, qui est composée de membres issus de tout milieu. D'accord. Dont militaires, dont anciens militaires, du domaine social. Enfin bon, on a plein de spécialités et de panels au niveau de l'équipe. Ça vous fait une bonne complémentarité alors ? Tout à fait. Ce qui nous permet d'avoir aussi un regard différent et d'avoir des approches différentes, et tout en ayant les mêmes objectifs. Donc vous disiez que vous aviez plus de 80 enquêtes à votre actif. Est-ce que vous pensez que la perception des ovnis, elle a évolué quand même ces dernières années ? En termes de perception, c'est difficile, parce que moi, effectivement, comme je suis dedans, je n'ai pas un regard complètement extérieur sur la manière dont le grand public perçoit le phénomène OVNI. Mais ce que je peux noter par rapport à mes expériences de recherche depuis quelques années, bientôt plus de 30 ans, il va de soi que le phénomène est complexe, il est multiple, et il se manifeste tout le temps, tout le jour, mais avec des phases plus ou moins importantes, mais ça n'arrête pas. Il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent alors. Il y a toujours des cas effectivement qui nous sont relatés, plus ou moins récents d'ailleurs, parce qu'il y a des témoins qui nous contactent 20-30 ans après, concernant des observations qui les ont marqués à vie. Alors, ce que j'allais vous demander justement, comment est-ce que réagissent les témoins lorsqu'ils vous contactent ? Est-ce qu'ils ressentent souvent de la peur ou de la gêne à témoigner ? Alors ça dépend par quel biais, comment ils nous contactent. Mais généralement, ils veulent obtenir une explication. Et c'est le point commun à tous. Il y en a qui sont gênés, mais lors du contact humain, c'est là où on découvre plus de choses. Au téléphone, ils nous donnent un certain nombre d'informations, mais bon, c'est le contact et la rencontre qui nous permet de mieux définir et mieux cerner ce qu'aurait pu vivre le témoin. Alors justement, si on est témoin d'un de ces phénomènes, est-ce que vous avez des conseils, une genre de marche à suivre, du coup, en cas d'observation ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour, on va dire, s'en souvenir le mieux, pour noter des détails ? Qu'est-ce qui est un petit conseil ? Admettons, vous observez un phénomène, je ne sais pas, même là en sortant des studios, comment réagir ? Bon, déjà, il faut savoir qu'un phénomène OVNI avéré de grande dimension ou très très proche a un effet impactant sur le témoin et il y a un effet de surprise. Donc le témoin généralement est sidéré par ce qu'il voit, parce que ça correspond à aucun schéma, quelque chose qu'il connaît, évidemment. Et en l'occurrence, le témoin cherche par élimination à essayer de trouver une explication de ce à quoi il peut être confronté. Alors, les conseils, c'est essayer de noter le maximum de choses après l'observation concernant les caractéristiques de celui-ci. Et pendant que c'est encore frais dans la mémoire. Oui, tout à fait. Ça nous permet aussi, nous, au niveau de l'enquête, de mieux définir, mieux cerner ce à quoi a pu être confronté le témoin. D'accord. Alors si quelqu'un parmi nos auditeurs et auditrices a vécu un phénomène ou s'interroge sur quelque chose qu'il aurait vu, quels sont les moyens de témoigner auprès d'OVNI Anjou ? Vous pouvez contacter OVNI Anjou soit par le biais du Facebook, OVNI Anjou. En cliquant dessus, vous aurez le lien. Sinon, nous contacter par mail, c'est ovni.anjou@yahoo.com ou alors au 02 44 85 54 84. D'accord. Déjà avec ça, s'il y en a parmi vous, auditeurs et auditrices d'un autre regard, qui ont cru ou qui pensent avoir vu quelque chose, n'hésitez pas, vous voyez, on a des oreilles toutes prêtes à vous écouter. Et puis de manière générale, est-ce que vous trouvez que le sujet soit abordé de façon sérieuse et impartiale par les médias ? Par les médias, certainement, non. Et, pourquoi ? Pour quelle raison ? Parce qu'effectivement, ce n'est pas la priorité des médias. Il y a tellement de choses aussi en ce moment qui se passent. Il y a aussi la méconnaissance globale des journalistes, du peu d'intérêt du monde scientifique, et surtout, également un point important, c'est le blackout qui est mis depuis des années et des années sur le phénomène OVNI et le fait d'en parler régulièrement.
je fais un parallèle avec le paranormal, tout ce qui est médiumnité, fantômes, des choses comme ça. On va dire que 95% des émissions qu'on peut voir à la télévision, malheureusement, c'est des émissions pour présenter des gens qui sont perchés, c'est des émissions pour présenter des gens qui sont un peu charlatans sur les bords. Ou c'est pour divertir, voilà, on va rigoler un bon coup aux dépens du coup de cette personne. Donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver, enfin je trouve, voilà, des choses qui restent impartiales et puis qui permettent à chacun un petit peu de faire sa propre idée, quoi. C'est le propre de l'être humain de douter d'un certain nombre de choses et de faits. En l'occurrence, le type d'émission que vous faites référence, c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Ce qui a changé depuis quelques années, je trouve, c'est déjà la médiatisation, surmédiatisation de faits qui n'ont forcément, ou de personnes qui n'ont pas forcément de grand intérêt, et surtout le fait que ces émissions recherchent le spectaculaire, le sensationnel. Et d'ailleurs, les gens recherchent ça. Et je dirais, dans un certain nombre de cas, plus c'est, comme vous disiez, barré entre guillemets, plus les gens aiment ça aussi. On se rend compte qu'il y a des manifestations, il y a des milliers de personnes qui vont payer des sommes pas possibles pour pouvoir écouter des pseudo-galactiques qui reviendraient, qui seraient des soldats envoyés du fin fond de l'univers. Bon, on est dans du grand délire. Alors, quelque part, ça rassure peut-être l'être humain aussi normal qu'on est de voir des gens qui sont finalement dans la stratosphère, parce qu'on se dit, waouh, finalement, je suis sain d'esprit. Il y a peut-être effectivement ce petit côté-là. Alors, est-ce que j'imagine que vous avez été confronté à des sceptiques, mais est-ce que vous avez eu affaire à des tentatives de décrédibilisation sur votre travail ? Décrédibilisation, oui, à travers les réseaux sociaux, concernant des observations que l'on rapporte concernant des enquêtes qui en cours ou des enquêtes qui ont déjà été réalisées, ou des personnes lambda qui s'imaginent avoir la science infuse, sans enquête de terrain, sans même découvrir un petit peu le travail qui a été réalisé, disent non, finalement ce qu'il a vu c'était, c'est arrivé récemment sur une enquête, non, finalement ce qu'il a vu c'était une fusée de, je sais pas moi, d'Elon Musk, bon d'accord. Bon, alors il est occupé, c'est Elon finalement. Tout à fait, mais c'est vrai qu'on constate malgré tout sur le nombre de témoignages qui nous sont apportés une recrudescence quand même du train de satellite Starlink. Ouais. Que j'ai vu une fois. Ouais, moi j'ai vu une ou deux fois, ouais. Et c'est vrai que ça reste quelque chose de tout à fait... j'ai pas de réaction vis-à-vis de quelque chose d'étranger, mais ça reste quand même impressionnant, je dirais. Ah bah oui, sur les longueurs, et puis effectivement, il y a un intervalle régulier entre chaque, et c'est vrai que c'est... Ça reste impressionnant, mais c'est tout à fait humain. Voilà. C'est ça. Pour peu qu'on pense qu'Elon Musk est humain, il n'y a pas de souci. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Je rappelle pour ceux qui prendraient l'émission en cours qu'on est sur Un autre regard et qu'on est du coup dans cette émission spéciale OVNI en Anjou. Je reçois Frédéric Brochard de l'association OVNI Anjou. Alors là, on parlait plus en général, là on va rentrer plus sur les observations en Anjou. Alors déjà, quels sont les différents types d'observations possibles ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas... quand on voit soucoupe volante, tout le monde pense à la petite soucoupe cylindrique avec le petit verre, le petit globe par le dessus. Mais il y a plein de formes, il y a une grande diversité. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Je dirais que le phénomène, il est complexe, il est multiple. Moi, je dirais que c'est un petit peu un inventaire à l'après-vert où on passe du coq à l'âne. On a à la fois des soucoupes classiques à dôme, comme on peut avoir des phénomènes de grande dimension en forme de parallépipède. On a aussi des formes où moi j'ai enquêté également sur un cas où c'était comme un frigo volant au-dessus d'un champ. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Des formes triangulaires. Des sphères lumineuses. Des sphères lumineuses qui sont assez fréquentes, de couleurs diverses et surtout orange et rouge vives. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Le nombre d'enquêtes que j'ai effectuées, effectivement, chaque enquête est différente. On peut dire que chaque cas est quasiment différent, même si on retrouve certaines similitudes avec des cas, notamment les soucoupes classiques, volantes. Ouais, il y a les triangles, les formes triangulaires. Les tic-tac, qu'on entend beaucoup maintenant avec les révélations du Pentagone. On nous parle beaucoup de tic-tac. Alors les tic-tac, nous on a peu de formes tic-tac, mais effectivement on a aussi quand même des formes même des soucoupes vues sur le pourtour, et on a effectivement des formes beaucoup plus allongées qui sont observées. Mais c'est très très fluctuant, c'est très très complexe. Il y a des choses aussi qui sont un peu polymorphes, qui changent de forme du coup pendant l'observation.
Donc ça, c'est vrai que ça n'aide pas non plus, finalement, à décider d'une taille définitive, enfin, d'un aspect définitif. Tout à fait. Moi, j'ai vécu un cas d'observation avec un des employés avec lequel je travaillais et qui a observé le phénomène en même temps que moi. Et le phénomène qu'on a vu en plein jour, au-dessus d'un parking, se présentait comme étant une forme soucoupe volante, entre guillemets, brillante, lumineuse, éclairée par le soleil, et qui a changé de forme en cours de déplacement pour former un globe lumineux avec une partie jaunâtre en fond et qui se déplaçait très très lentement au-dessus du parking. Donc on a été surpris, mais c'est vrai j'ai aussi relaté le cas, notamment un cas du 5 novembre 90 où le phénomène observé au départ de très très grande dimension s'est transformé en forme triangulaire. Et pourtant au départ c'était une forme qui n'avait rien de la forme finale. Il y a aussi les cas où vous avez quelquefois plusieurs témoins et les témoins n'ont pas vu la même chose sur le même phénomène. Ça laisse un peu, effectivement, aussi un peu dubitatif. Oui, tout à fait. Alors, mais par contre, il y a des petites nuances concernant des témoins qui, effectivement, observaient plus de détails ou moins de détails, ou plutôt que le bord était arrondi, finalement, non, il était beaucoup plus pointu que ça. On a des cas comme ça, effectivement, de témoins qui n'ont pas forcément observé la même chose ou qui ont photographié le phénomène et finalement qui s'avéraient ne pas être ce qu'ils avaient vu réellement. Donc là, il y a une différence entre l'image, on va dire, numérique et ce que la personne a vu avec ses yeux. Dans un certain nombre de cas, oui, c'est ce qui a été relevé et noté. Ah ouais, c'est intéressant ça. On se demande effectivement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que finalement nos yeux filtrent quelque chose? Est-ce que il y a quelque chose qui agit sur le téléphone portable qui prend la photo ou sur l'appareil photo? C'est vrai qu'on ne sait pas. Oui, puis aussi bien, j'ai des cas aussi d'observation que j'avais enquêté également, où deux témoins, là c'était une mère et sa fille qui observent donc au-dessus de la Maine tout un chapelet de boules lumineuses orange et rouge en grappe, qui n'étaient pas des lanternes thaïlandaises au niveau de ce qu'on a pu relever au niveau des caractéristiques, notamment de vol, de trajectoire et autres, ce soir-là. Et en l'occurrence, le téléphone portable, ils l'ont cherché longtemps, durant toute l'observation, et finalement se sont rendus compte que le téléphone était à leur portée, face à eux. Donc en fait, ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais un genre de brouillard mental. Voilà. Ils l'ont retrouvé qu'à la fin de l'observation. Ouais, comme par hasard. Où les témoins étant tellement subjugués par ce qu'ils observent, c'est qu'ils n'ont pas la présence d'esprit, même si ça peut durer 2 minutes, de prendre leur appareil. Je crois que le cerveau est tellement occupé à essayer de trier un petit peu les informations, à essayer d'identifier, d'essayer de finalement donner du sens à ce qu'il voit, qu'on n'a pas de place finalement. Il y a 100% du processeur qui est utilisé par ça, et on n'a pas les réflexes classiques, quoi. Tout à fait. Quand on est dans le cas, pour revenir au cas de Dominique, qui est un des cas majeurs que nous avons enquêté ces dernières années, qui est un cas presque local, puisqu'on est en Vendée. Il va de soi que quand on sort de chez soi et que au-dessus de sa tête on observe un phénomène ovni de grande dimension, à quelques dizaines de mètres, dans le silence le plus total, qui se déplace très très lentement, là on ne peut être que subjugué, on ne peut être que scotché, même paralysé. Oui, comme il y en a qui sont paralysés quand ils voient un accident ou des choses comme ça, donc on est un peu sur effectivement de la sidération. Est-ce que vous avez remarqué des zones où il y a des signalements qui sont plus fréquents? Est-ce qu'on voit plus d'ovnis en ville parce qu'il y a plus de monde, ou en campagne? Est-ce que vous avez des statistiques ou des choses comme ça? On n'a pas encore vraiment... Ou des idées fausses peut-être, tout simplement aussi. Alors, je dirais qu'on peut être confronté au phénomène, je dirais quasiment partout. Mais bon, on a pu constater quand même depuis quelques années une raréfaction des observations de jour. Les observations diurnes sont beaucoup plus rares. Mais il y en a encore, où les gens observent en plein jour des phénomènes assez conséquents. Mais bon, c'est dans des circonstances particulières. Mais c'est un petit peu ce qui a changé au niveau de la donne. Mais par contre, on est toujours confronté à des phénomènes qui peuvent être observés aussi bien en ville. À Angers, on a des points chauds, un petit peu comme ça. On a au-dessus de la Maine, où il y a le château d'Angers a déjà été observé aussi, survolé. La Doutre, qui est aussi intéressante. Et dans mon quartier, du côté de la gare, on a eu des observations de phénomènes conséquents de nuit, et ce depuis des années et des années. Sinon, après, au niveau de l'Anjou, c'est un petit peu partout. J'ai dû enquêter à peu près dans tous les secteurs. Donc, il y a le secteur de Montsoreau, qui est Saumur-Montsoreau, qui est un pôle aussi où il y a pas mal d'observations. Verrières en Anjou, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal d'observations également. Dans ce coin-là, oui. Dans ce coin-là, du côté du Lion d'Angers. Alors, auditeurs, dans ce coin-là, ouvrez l'œil, j'ai envie de dire. Et également, du côté de Bushman, Béouard, Savenière, ce secteur-là est assez représenté en termes d'observation. Mais sinon, après, on a des cas isolés à droite à gauche. Là, on en a à Tiercé, on a
On en a à Saint-Georges-sur-Loire, on en a à Beaufort-en-Vallée. Ouais, moi j'ai regardé un petit peu, j'ai fouillé sur le site du GEPAN pour trouver des choses. Et puis effectivement, moi j'habite dans le nord, du coup, à la limite, on va dire, entre la Mayenne, la Loire-Atlantique et puis la Maine-et-Loire, donc dans le Haut-Anjou. Et ben j'ai autour de 20 km autour de chez moi, j'ai déjà sorti, j'ai 4 cas que j'ai sortis. Donc du coup, c'est assez marrant de se dire, oui, effectivement, il se passe des choses dans un petit patelin de 800 habitants. Oui. Mais c'est pas étonnant, hein, sachant que les cas que vous avez répertoriés au niveau du GEPAN ne correspondent pas à la réalité des faits. Oui, voilà, c'est ça. Et des cas relatés, hein, nous on en a à peu près une centaine sur le département, hein, couvrant les premiers 1952, mon syndicat qui ont été contrôlés, vérifiés. C'est-à-dire qu'en fait, on a écrémé un certain nombre de choses qui pouvaient s'apparenter à un aéronef connu ou un phénomène naturel connu. Bon, on a conservé des cas, notamment d'observation rapprochée. Ça, c'est ça qui est encore plus, moi je trouve, parce que voir quelque chose quand on conduit dans un champ à très très loin, moi je trouve que quand il y a un phénomène rapproché, moi je trouve ça encore plus bluffant. Et je me dis qu'il y a encore plus d'effets sur la personne qui a vécu l'observation. Est-ce que moi je me pose toujours la question sur l'effet que ça a sur cette personne, on va dire physiologiquement, est-ce qu'il y a un genre de rayonnement qui est émis qui fait que est-ce qu'il y a des fréquences, des choses comme ça qui font que la personne elle reçoit quelque chose et puis ça la change un petit peu. Quand on discute et qu'on écoute les témoignages, ils disent tous un petit peu la même chose, qui sont plus pareils après en fait. Alors, juste pour revenir un petit peu avant, pour le type d'observation, effectivement, selon la classification de Heineck, il y en a 4 à cette période-là. Donc, on a ce qu'on appelle les rencontres rapprochées du premier type, où il s'agit d'une observation rapprochée à moins de 150 mètres. C'est ce qu'on traite généralement en plus grosse quantité au niveau des cas que nous avons présélectionnés, triés. D'accord. Les cas de RR2, donc ce sont des cas d'observation avec traces au sol, enfin traces physiques, résiduelles, soit sur le témoin, soit sur l'environnement. Et ça, on en a aussi quelques-uns, pas piquer des hannetons qu'on a enquêtés. Donc on parle de traces physiques, quel genre de traces? Est-ce qu'on peut avoir par exemple des végétaux qui sont couchés, des choses qui sont... Là, c'était un gros cas qu'on a enquêté en 1997, concernant un cas à Beaufort-en-Vallée où le témoin avait été brûlé au premier degré, a eu un effet retard sur ses cheveux qui ont commencé à brûler, et sur l'environnement également, où un des arbres qui avait été, flashé par le phénomène a été complètement déshydraté de l'intérieur, effet du type micro-ondes que nous avons analysé d'ailleurs. D'accord. Ouais, effectivement. Et donc après, on en revient au cas aussi, effectivement, où des réactions physiques. Par exemple, on a un témoin qui portait des verres de lunettes du type photogré, en fait, qui réagissent au niveau des rayonnements ultraviolets. Et le phénomène pourtant se trouvait à 200 mètres, et instantanément, ces verres ont fumé. Ce qui veut dire qu'il y a une interaction. Oui. Il y a un certain rayonnement et quelque chose. Un rayonnement très, très, très puissant qu'on a. Oui, parce qu'à 200 mètres, oui. Voilà. Après, on a eu des cas aussi qu'on a enquêtés, des cas de R3. R3, c'est rencontre rapprochée du troisième type avec entité. C'est des cas qui sont beaucoup plus rares. Et puis après, on a les R4 qui sont des cas dits d'enlèvement, abduction, pour lequel l'association n'a pas de preuves tangibles de la manifestation de ce genre de choses, même si on a des missing time relevés dans certains cas d'observation. Donc, les missing time, c'est effectivement la personne disparaît et puis elle pense que ça fait quelques minutes qu'elle est partie, et en fait, elle constate que ça fait 5 heures, 6 heures, voire plus, qu'effectivement, qu'elle a déambulé tout ce temps-là sans savoir où ni quand. Elle n'a pas vu le temps passer, comme on dit. Alors, le temps, oui, effectivement. On a ce cas-là avec un couple du côté de Verrières en Anjou qui ont observé des formes lumineuses rouges de grande dimension, qui a suivi leur véhicule pendant 2 minutes, qui ont disparu instantanément. Et en rentrant à leur domicile, ils se sont rendus compte qu'il leur manquait 45 minutes. Donc 45 minutes de temps manquant. On ne sait pas où il est passé. Alors là, du coup, ça pourrait peut-être s'expliquer par ce qu'on appelle une abduction. Et pour le moment, on a juste cette hypothèse de travail, parce qu'effectivement, que s'est-il passé durant ces 45 minutes? Alors les témoins non plus ne veulent pas en savoir plus, parce qu'ils ont trouvé que l'événement était tellement magnifique, tellement beau, que même tous les ans, ils retournent sur les lieux en pèlerinage à la même heure, en pleine nuit. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre.
je rappelle pour ceux qui prendraient l'émission en cours qu'on est sur un autre regard et qu'on est du coup dans cette émission spéciale OVNI en Anjou. Je reçois Frédéric Brochard de l'association OVNI Anjou. Alors, justement, est-ce que vous êtes... on parlait tout à l'heure que les gens peuvent témoigner et puis, du coup, vous décrire leurs observations. Est-ce qu'il y a des... Finalement, vous avez des appels à témoignages sur une affaire qui serait en cours que vous souhaitez partager auprès des auditeurs ? Toutes les enquêtes, tous les témoignages sont bons à prendre, même sur des observations anciennes. Là, on a travaillé sur des cas de 1954. Là, dans le cadre d'un cycle de conférences, on recherche des cas concernant les observations du 5 novembre 90. Mais toutes les observations récentes sont intéressantes. On prend tout type d'observation. Donc, on n'a pas... Voilà, c'est tout ce qui nous permettra d'avancer, de découvrir un peu plus de choses concernant compiler des données, de comparer avec les autres cas. C'est le bienvenu. Donc, auditeurs et auditrices, si vous pensez avoir vu quelque chose, n'hésitez pas. On vous rappelle tout à l'heure, vous pouvez les retrouver sur Facebook, sur la page OVNI Anjou. Vous pouvez également envoyer un mail. Je vais laisser Frédéric nous redonner le mail de l'association. Alors, c'est ovni.anjou@yahoo.com. Et vous pouvez également téléphoner si vous êtes plus à l'aise. Au 02 44 85 54 84. Alors, quels sont maintenant, du coup, on a vu, est-ce que vous avez d'autres cas en Anjou que vous souhaiteriez un petit peu évoquer ? On a envie d'en savoir plus. Que se passe-t-il dans le ciel angevin ? Récemment, on a procédé une enquête suite à un témoignage qui nous a été rapporté par un membre de l'association d'une connaissance, d'une autre association. Et en l'occurrence, c'est un cas qui date de 2022, donc un cas qui est récent, on va dire. C'est 3 ans quand même, mais c'est quand même relativement récent. Il s'en souvenait de manière très précise, parce que c'est un événement marquant. Pour situer un petit peu le témoin, donc c'est un témoin digne de foi, il n'y a rien de plus à dire, si ce n'est que c'est quelqu'un qui a une démarche plutôt scientifique, qui est passionné d'horlogerie, donc c'est quelqu'un d'assez précis aussi dans son témoignage, et il a observé au niveau de la gare d'Angers, en ouvrant ses volets, un phénomène comme un gros nuage bleu en pleine nuit, qui est comme avec deux spots lumineux qui se déplaçaient très 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 lentement au-dessus de sa rue et qui a bifurqué légèrement sur la gauche, mais il en est resté baba, comme on dit, même à l'heure actuelle, il ne sait toujours pas ce que c'est, et nous non plus, mais nous continuons l'enquête. Donc on pense aux gens qui habitent le quartier de la gare. Si quelqu'un a vu quelque chose, effectivement, de cet acabit-là, donc on parle d'un grand nuage un peu irisé bleu avec... Du coup, comme des spots, c'était jaune, il me semble, en dessous. Donc, si quelqu'un a vu quelque chose, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association. Ça pourra, effectivement, on se sent un peu moins seul quand on trouve quand on a observé la même chose que quelqu'un d'autre. Après, tout type de phénomènes observés nous intéresse, tout ce qui est phénomène dit connexe, les BNI, les bruits non identifiés, le crash de rien, on a eu un crash de rien il y a quelques années aussi, tout ce qui pourrait être lié à des mutilations de bétail également. Ça nous intéresse également aussi ce qui peut nous être remonté concernant des cas dits plutôt du domaine dit paranormal, parce que dans un nombre de cas d'observation de phénomènes ovnis, on s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes de type poltergeist qui étaient constatés, pas toujours, mais il peut y avoir une interaction, une relation entre les deux. Donc avec un phénomène psy un peu, c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans l'inconnu, mais voilà, je crois qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Il y a souvent des couches différentes finalement au même phénomène. Donc on est très ouvert et très réceptif à beaucoup de choses. On n'est pas là pour se moquer, rigoler, on est là pour essayer de comprendre, enquêter, factualiser, puis surtout soutenir aussi le témoin dans ses démarches et vraiment l'aider, déjà pour lui faire comprendre qu'il y a eu des millions de cas d'observation à travers le monde, que les témoins ne soient pas isolés. Les gens qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas le phénomène ovni, déjà ne sont jamais vraiment penchés sur la question. Il y a des millions et des millions de pages de documents, il y a des tas de cas avérés, attestés, avec des traces au sol, prouvant donc la matérialité au moins à un moment donné du phénomène. Et ce qui a été relaté aussi, ce sont des caractéristiques. On y reviendra tout à l'heure concernant le Pentagone, mais on a des choses qui dépassent complètement l'entendement humain. Voilà, où notre technologie est incapable de pouvoir, reproduire et faire ce genre de choses. Alors justement, vous parliez un peu des caractéristiques qui, on va dire, nous feraient rentrer dans la case OVNI ou PAN. Donc les phénomènes aérospatiaux non identifiés, pour ceux qui voudraient un petit peu l'acronyme. Alors quelles sont les cases qu'on doit cocher pour que ça soit un OVNI ?
il y a à la fois le point de vue des pilotes, effectivement, qui sont des gens aguerris, notamment dans le domaine militaire. Ils savent surtout bien identifier généralement les appareils qui croisent. Heureusement, sinon on ne monterait plus dans les Ah oui, avions. non, mais c'est ça. À la différence du petit clampin qui est dans son jardin, on peut se fier effectivement que si ça avait été un autre appareil, il y a quand même de grandes chances qu'il l'ait identifié auparavant. Mais pour en revenir effectivement donc, au phénomène, pour moi, il y aurait donc plusieurs types de phénomènes. Moi, c'est un petit peu mon point de vue, il n'est pas reçu par tout le monde, mais pour moi, ce serait un petit peu pas ma conclusion, mais bon, un petit peu mes pistes de recherche concernant des phénomènes. On y reviendra tout à l'heure. Mais en ce qui concerne effectivement le rapport du Pentagone, donc c'est le ministère de la Défense américain qui a révélé l'existence d'un programme secret qui étudie encore les phénomènes ovnis qui ont été observés par des pilotes militaires, notamment de l'US Navy. Et donc ils ont pu constater dans le rapport que vous pouvez vous procurer via Internet, il n'y a aucun problème, ces ovnis présentent des caractéristiques exceptionnelles qui défient la logique, la technologie moderne et même les lois de la physique. Donc, ce qui est quand même déjà consternant, à savoir que ça, officiellement, déjà ça devrait mettre un peu la puce à l'oreille à un certain nombre de gens et au moins se pencher véritablement de manière pointue là-dessus. Donc je vais juste énumérer un petit peu les caractéristiques des phénomènes observés par l'US Navy. Il est constaté une accélération immédiate et instantanée, ce qui signifie qu'aucun pilote humain ne pourrait survivre aux forces subies par les ovnis, serait écrasé. Comment les ovnis peuvent contrôler leurs mouvements? Il y a eu des cas constatés où le phénomène ovni peut faire une boucle ou simplement faire un virage à angle droit sans décélération. C'est ça, il y a de la maniabilité extrême des appareils et puis des vitesses, des prises de vitesse sur des fois des distances très courtes qui sont absolument de toute façon infaisables par nos avions et pas supportables non plus par les pilotes. Ah bah tout à fait. Et là on en vient aux vitesses, vitesse hypersonique sans signature. Donc les ovnis ont des vitesses bien supérieures à celles du son sans laisser de traces perceptibles. Des phénomènes qui ont été observés à plus de 20 000 km/h, 15 fois la vitesse du son sans aucun bruit ni sans aucune perturbation. Et pas de traînée, rien du tout. Et ce dans l'atmosphère, on n'est pas dans l'espacial là. Ouais. Donc le rapport américain envisage une source d'énergie inconnue qui pourrait leur permettre de pouvoir se déplacer comme ça. Ça laisse effectivement, des fois on tire une ficelle et finalement on en ressort 10 et on se pose toujours plus de questions. Moi je trouve plus on cherche, plus on se pose de questions. C'est vrai que c'est ça qui fait aussi l'intérêt de la recherche. Et ils ont pu constater aussi une faible observabilité, c'est à savoir que les phénomènes auraient la capacité, et ont pour la plupart la capacité de se rendre invisibles ou de brouiller les systèmes de détection. Et donc ça suppose un système furtif qui absorbe ou réfléchit les ondes électromagnétiques, ou alors qu'ils émettent un champ perturbateur qui brouille tous les signaux. C'est vrai que quand on réfléchit un petit peu au cas OVNI dont on nous parlait il y a les 15, 20 ans, 30 ans, on parlait beaucoup de traces radar, de choses comme ça. J'ai l'impression que c'est moins le cas effectivement maintenant. J'ai l'impression que malgré le fait qu'on a des instruments qui sont de plus en plus précis, qui sont de plus en plus techniquement évolués, j'ai l'impression qu'on a moins, finalement ils sont devenus plus malins que nous et on a moins de traces... Il va de soi, par contre, effectivement, qu'il y a des phénomènes qui peuvent être observés au radar qui ne sont pas vus de visu par le pilote. Et également, le pilote voit de visu un phénomène qui n'est pas perceptible au radar. Donc, c'est une des constantes qui ont été relevées. Et il y a aussi un point important qui est noté dans ce rapport, c'est le voyage transmédia. Ça, on a pu le constater qu'il y a aussi des ovnis qui peuvent se déplacer dans des environnements différents. Aussi bien dans haute atmosphère, voire dans l'orbite terrestre basse, et également dans l'eau, par exemple, ce qu'on appelle des osnis. Ouais. Donc, ce qui prouverait que le phénomène pourrait aussi adapter leur structure, modifier leur structure ou la composition selon leurs besoins. C'est un petit peu imaginer avec, avec une 2 chevaux, vous aimeriez aller sous l'eau, ça va être un peu compliqué. Et après décoller verticalement, bon, on n'a pas encore cette technologie, ce savoir-faire. Et le dernier point, qui est un des points, je dirais, saillants, et qu'on a pu constater dans certains types d'observations qui nous ont été rapportés, c'est les ovnis semblent résister aux effets de la gravité. Ça, c'est un point très très important parce que ça avait été déjà constaté il y a plus de 70 ans, 80 ans, et à l'heure actuelle, aucun aéronef connu ne peut réaliser une telle performance. Et surtout qu'il n'y a aucune source d'énergie visible concernant ces aéronefs qui survolent nos campagnes aussi. Ça, c'est ça qui est à la fois intriguant, mais qui est passionnant aussi à étudier et analyser. Il va de soi qu'on est vraiment confronté à quelque chose qui
qui est à la fois mondial. Il faut savoir que les cas d'observation ne concernent pas qu'un pays, ça concerne toute l'humanité. Tous les pays du monde sont touchés, à un moment donné, par le ou les phénomènes observés. Ouais, c'est ça, c'est vraiment universel, qu'importe la religion, qu'importe leur système, de leur culture, et voilà, tout le monde effectivement dépeint et des choses souvent avec des points communs, donc ça laisse effectivement on se dit que voilà, il y a autre chose forcément derrière. En Amérique du Sud, la perception du phénomène est complètement différente et beaucoup Brésil, plus acceptée. Par exemple, ouais. Et dans nos pays plutôt... Comme tout ce qui est TCI, transcommunication, les fantômes, les défunts, tout ça, c'est beaucoup. Au Brésil, c'est quelque chose de naturel. Hein. Ils ont un rapport à leur environnement et à autre chose qui est complètement autre. Nous, en Europe et précisément en France, on est le pays de Descartes. Oui, c'est ce que j'allais dire. On est des héritiers de Descartes, exactement. Et de la religion. Donc forcément, on est sur d'autres paradigmes et d'autres manières de percevoir les choses. Après, bon, il va de soi que on n'est pas là pour interpréter le phénomène. On a des pistes de recherche, évidemment. Mais on peut constater malgré tout que tout laisse à penser factuellement à nous diriger vers une origine non humaine de ces manifestations. Est-ce que vous pensez quand même qu'on est proche aussi d'une révélation officielle? Parce qu'on se demande, mais que fait finalement le gouvernement? Si les particuliers arrivent à voir des trucs quand ils sont en train de boire un coup dans leur jardin, j'ai envie de dire, que fait le gouvernement? Est-ce que quelqu'un recherche ça? Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est qu'en font ceux qui possèdent les éléments matériels, de manière factuelle, concernant les phénomènes. Moi, je me pose surtout la question de savoir qui sont ces gens-là. Pourquoi il y a un cover-up total, un blackout depuis plus de 70 ans concernant ces manifestations pour lesquelles on ne peut rien faire, on ne peut rien contrer. C'est une des questions que je me pose depuis un petit bout de temps, à savoir, quel serait le non-intérêt de dévoiler un certain nombre de choses qui impacteraient bien évidemment notre civilisation à un tel point que ça serait pire que la découverte de l'Amérique. C'est ça qui est intriguant. On avait cru, quelquefois, que finalement on avait une avancée là-dessus. Il y a eu le rapport Cometa, il y a le GEPAN qui est quand même, dont on peut trouver des documentaires, des livres. On s'est dit tiens, il se passe vraiment quelque chose. Et puis au final, on a l'impression que c'est un soufflé, c'est retombé, quoi. Très bien, très justement, c'est ça. Le fait que vous évoquiez le rapport Cometa, qui avait été présenté à l'époque à Lionel Jospin, etc. Donc a été fait, regardez, le comité scientifique qui a réalisé le rapport Cometa. Ouais, c'était un sacré boulot. C'était un sacré boulot, et encore, c'est la version publique et la version expurgée qui est light, en fait, d'un dossier beaucoup plus conséquent et très impactant concernant effectivement la manifestation de choses qui dépassent notre entendement humain. Et en l'occurrence, oui, effectivement, tout est retombé, alors que tous les éléments sont là, tout est là. Savoir qu'aux États-Unis, c'est quand même encore classifié à un niveau ultra top secret, c'est-à-dire 2 degrés au-dessus de la bombe H. La bombe H, il faut savoir que c'est la bombe hydrogène, une bombe ultime. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils veulent cacher? On se demande effectivement pourquoi ils ont si peur qu'on soit officiellement courant, parce que c'est un peu un secret de polichinelle finalement, à travers toutes les observations, surtout maintenant avec les réseaux sociaux, c'est facile d'échanger, de balancer des vidéos, de s'informer, quoi. Donc on a l'impression, c'est un peu le jeu du dupe. Il y a plein de monde qui j'ai vu un truc, non, c'est un peu que cherche-t-il réellement? Moi je me demande un petit peu ça. Alors oui, mais c'est vrai que le phénomène, on sait que l'information c'est le pouvoir, mais voilà. C'est vrai que le phénomène est quand même assez discret dans les cas d'observation des rapprochés que nous avons pu enquêter. C'est vrai qu'il laisse peu de traces de son passage, mais il en laisse quand même de temps en temps. Et encore moins sur l'origine de sa présence et de sa source. Tout ce qui provient, on n'en sait rien. Après, on ne peut que spéculer quant aux origines. D'aucuns disent qu'il s'agit de prototypes militaires ultra top secrets. Moi, je n'y crois pas un iota pour un certain nombre de choses tout à fait évidentes. Généralement, c'est réalisé sur des bases militaires ultra top secrets. Il faut se dire qu'il ne faut pas que ça tombe aussi dans les mains d'une puissance étrangère. En plus, les technologies développées sont considérables. Et pourquoi aller au-dessus d'une maison à Saint-Laurent-sur-Sèvre, faire sa petite démonstration? Et pourquoi faire ça un petit peu partout dans tous les pays du monde? Là, c'est une hypothèse de travail. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais peut-être pour un certain nombre de cas mineurs, effectivement, ça peut être le cas. Je crois que le piège, c'est de tout mettre dans le même sac, de toute façon. Je pense que, c'est multiple, donc... Il n'y a certainement pas une seule origine, donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac, quoi. C'est vrai qu'on peut se demander effectivement pourquoi un gouvernement irait faire une arme top secrète et irait l'essayer au-dessus de la Vendée.
Sachant que s'il maîtrise l'antigravité, cette puissance-là serait la puissance mondiale, par excellence. Ouais, donc bon, voilà, on laisse des portes ouvertes. Bon, alors après, c'est vrai qu'il y a d'autres hypothèses. D'aucuns prétendent, notamment suivant Jacques Vallée, il y aurait des êtres qui viendraient d'autres dimensions. Pourquoi pas? Maintenant, la physique quantique, les recherches laissent à penser qu'il pourrait y avoir je ne sais combien de dimensions. Bon, ça, c'est une hypothèse de travail qui est tout à fait acceptable. L'hypothèse extraterrestre, pourquoi pas également, si ce n'est que ce qui embête beaucoup de gens, c'est qu'ils associent toujours phénomène ovni, petits hommes verts extraterrestres. Alors, la problématique du côté extraterrestre, c'est évidemment la distance et le temps. Mais à savoir que si on voit l'évolution des espèces humaines par rapport au type de déplacement, je pense aussi d'une civilisation qui aurait même peut-être milliers d'années avant sur nous. Déjà, effectivement, voilà. On va dire maîtriser le temps. Alors, d'aucuns d'autres disent qu'il s'agit simplement du vue de l'esprit, entre guillemets. C'était une projection. Projection mentale et autres. Ouais, mais ce qui exclurait malgré tout le fait qu'il y ait quand même des traces au sol, des traces physiques. Nonobstant le fait que... Et puis les hallucinations collectives sont que les Américains, d'après Oui. Nonobstant que les Américains, d'après les rapports actuels, et notamment, posséderaient des artefacts, c'est-à-dire des restes en fait de secousses volantes ou autres qui auraient été soit abattus, soit récupérés, notamment depuis même des affaires anciennes, même avant l'affaire de Roswell en 1947. En fait, c'est rétro-ingénierie, des choses comme ça. Qui pourraient être utilisées en rétro-ingénierie, qui pourraient expliquer un certain nombre d'évolutions, mais parce qu'effectivement... il faudrait étudier ce genre de choses par différents types de laboratoires. Oui, mais ça, voilà, c'est la main mise dessus, on ne les reverra plus. Mais en même temps, si on parlait de ça, effectivement, imaginez qu'au Moyen-Âge, quelqu'un tombe par hasard, comme ça, sur un téléphone portable. Comment pourrait-il l'analyser? Comment peut-il essayer de réfléchir, trouver la solution, savoir à quoi ça pouvait servir? Peut-être qu'on est confronté à ça vis-à-vis du phénomène ovni. Pour ma part, et moi, ce à quoi je pense véritablement, c'est qu'on ne connaît pas déjà tout le monde du vivant. On n'est qu'une espèce peut-être intermédiaire, à part, mais on n'est certainement pas l'espèce dominante, je pense. On se croit supérieur, mais on n'est pas supérieur non plus, parce qu'on n'arrive pas non plus à communiquer avec d'autres animaux qui ont des potentialités, des capacités que nous n'avons pas. Oui, c'est ça. Ouais. Je crois qu'il faut arrêter de laisser parler l'ego et reconnaître qu'on n'est pas forcément... on est encore sous la pédale, il y a plein de choses à apprendre. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un cover-up qui est voulu, qui est volontaire. Nous, on travaille sur certains dossiers, effectivement, on se rend compte que les affaires ne sont pas claires et qu'effectivement, on cherche un certain nombre d'organismes ou de personnes, je ne sais pas lesquelles, véritablement, mais en termes de personnes, mais qui voudraient quand même occulter ou diminuer un petit peu ce qui se passe véritablement. Ce qui peut être dérangeant, effectivement, savoir qu'un pays n'est pas capable, je dirais, d'assurer la sécurité, assurer la sécurité de ses concitoyens. Oui, c'est ça. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Je rappelle pour ceux qui prendraient l'émission en cours qu'on est sur Un autre regard et qu'on est du coup dans cette émission spéciale OVNI en Anjou. Je reçois Frédéric Brochard de l'association OVNI Anjou. Alors, il nous reste peu de temps. Donc moi, ce que je voulais aussi aborder avec vous, c'était les prochaines actions de l'association. C'est la rencontre ufologique de Montsoreau. Donc ça, c'est important parce que si vous êtes intéressé par le phénomène des PAN, des ovnis, vous posez des questions, c'est peut-être le moment, au mois d'octobre, de trouver les réponses à ces questions. Alors, dites-en plus sur Montsoreau. Alors, Montsoreau. Alors, juste un petit peu en préalable par rapport à Montsoreau, savoir que nous, les gens qui sont intéressés par l'étude des phénomènes ou rencontrés, nous pouvons les accueillir soit dans le cadre de réunions mensuelles que nous faisons avec les membres et les personnes intéressées, ou alors à titre individuel. En ce qui concerne Montsoreau, c'est donc la 4e édition qui va avoir lieu le samedi 26 et dimanche 27 octobre 2025. À noter dans les agendas. Alors, c'est une manifestation qui a pour but en fait de présenter l'ufologie en général, mais plus particulièrement concernant tous les faits en Anjou et en Touraine. Le tout avec des supports vidéo, visuels, des rencontres et notamment des conférences.
Et cette année, donc, nous aurons la chance d'avoir Maxence Layet, qui est journaliste scientifique, ufologue, qui tourne pas mal en ce moment en France et qui s'est penché de manière très précise concernant le phénomène OVNI, un spécialiste d'éthologie. Et nous avons également invité donc Stéphane Royer, qui est ufologue également, qui a notamment travaillé sur une des thématiques que nous avons retenues, c'est OVNI et nucléaire. Parce qu'effectivement, la manifestation a lieu pas loin de Chinon. Ça nous semblait intéressant aussi de l'évoquer. C'est quelque chose on va dire dans l'imaginaire collectif. Voilà, les ovnis qui sont au-dessus des centrales, c'est une image effectivement qu'on a tous un petit peu en tête. Il y a eu des observations au-dessus des centrales nucléaires, notamment de silos, notamment aux États-Unis, et donc les phénomènes ovnis ont neutralisé les têtes nucléaires. C'est ça qui est intéressant. Il y a eu également dans les années 2000 à 2000, je crois que c'est 2013, il y a eu le survol systématique de centrales nucléaires en France par rapport à ce qu'on appelle des drovnis. Il faut savoir qu'on ne survole pas une centrale nucléaire comme ça. Vous avez une brigade de gendarmerie qui est toujours là aussi, au cas où. Et donc, vous avez des phénomènes de grande dimension qui ont été observés, notamment la centrale de Golfech, et dont le responsable de la centrale a dit non, ce qu'on a vu, c'est pas des drones, ce sont des ovnis. Voilà, tout est dit. Donc, ovnis et nucléaire, donc ça sera une des thématiques retenues et sur lesquelles on va pouvoir aborder ça. Et également, donc, une deuxième thématique, les 35 ans de la fameuse vague du 5 novembre 90. Alors, tapez ça sur Internet, regardez sur les réseaux. Il y a aussi quelques ouvrages qui sont sortis dessus. Vous vous rendrez compte un petit peu du côté conséquent et de cette vague unique en France, un petit peu aussi en Allemagne et puis en Italie, concernant des phénomènes de très très grande dimension qui ont été observés, des choses absolument... je dirais extraordinaire, c'est le mot. Et évidemment, dans le cadre de Montsoreau, on va également recevoir les témoignages, relater les faits concernant des enquêtes récentes et des enquêtes récentes, et puis également des témoignages concernant des observations qui ont été réalisées en Anjou et en Touraine. Et tout un bon programme, donc n'hésitez pas à le noter dans vos agendas. Du coup, ce sera le 26 et le 27 octobre 2025 et ça sera du côté de Montsoreau, donc plus près de Saumur, pour ceux qui ont envie de se documenter un peu plus, de rencontrer des gens, d'en discuter et peut-être éventuellement de parler d'une observation que vous auriez faite. Tout à fait, on est là pour recevoir les témoins et recueillir leurs témoignages. Savoir que la participation est une participation libre, donc les gens peuvent y aller gratuitement. Super, donc voilà. Moi, j'irai personnellement faire un tour parce que du coup, je suis toujours à l'affût de nouvelles infos. Et puis, quand c'est local, c'est encore mieux. Tout à fait. Et puis, on n'hésitera pas aussi à mettre un stand pour l'émission. On viendra, je prendrai du matériel et je viendrai faire des interviews. Je suis sûre que je pourrai choper des témoignages d'observation de première main. Tout à fait. Avec grand plaisir. Pour ceux qui voudraient creuser un peu plus et qui s'interrogent, qui voudraient, peut-être ceux à qui on a finalement piqué la curiosité, est-ce que vous avez du coup des lectures ou des documentaires, on va dire des trucs de base, qui seraient à conseiller pour ceux qui voudraient commencer à s'informer, qui voudraient se faire une idée sur le sujet? Alors, avant d'aller sur quelques documentaires, ce qui est important, c'est que l'ufologie, elle a beaucoup... Il y a énormément de documents qui ont été produits, réalisés, d'enquêtes qui ont été réalisées, notamment par des enquêteurs de terrain. C'est comme tout domaine, ce sont les remontées de terrain qui permettent de forger une idée concernant véritablement ce qui se passe. C'est pas en étant derrière son écran d'ordinateur, en consultant une vidéo, en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il a vu ?» Mais non, c'est en allant vraiment sur le terrain, en rencontrant de témoins, qu'on se rend compte vraiment de la portée de ce qu'il a pu observer. À cet égard, donc, il y a un certain nombre d'ouvrages, moi, que je vous recommande, d'ufologues de qualité, notamment Joël Ménard, qui est décédé il y a quelques années, mais qui était un des plus grands ufologues français, et qui a donc notamment rédigé un certain nombre d'articles et été le responsable de Lumière dans la nuit, donc une revue ufologique de référence, donc Joël Ménard. Pour ceux qui aimeraient savoir un petit peu plus sur l'affaire Roswell, Gildas Bourdet, un auteur qui est décédé malheureusement récemment, mais sur une affaire emblématique. Emblématique et voilà, très très intéressante. Également Jean Sider, qui est malheureusement aussi lui décédé récemment, qui a sorti un certain nombre d'ouvrages très très intéressants concernant les phénomènes d'OVNI à découvrir, très honnêtement, mais bon, faut pas avoir peur. Voilà. Jean-Marie Bigorne, qui est également un ufologue du Nord, qui est aussi un ufologue de terrain, qui a enquêté sur une douzaine de cas d'observation de type RR3, qui a sorti un ouvrage là,
qui relate des enquêtes absolument époustouflantes et extraordinaires. Également, je vous conseillerais Eric Zurker, un auteur qui a beaucoup creusé concernant les observations du type RR3 également, qui a notamment travaillé avec avec un physicien qui s'appelle Guillemant. Donc intéressant également à découvrir, mais à voir dans sa bibliothèque. Et pour terminer, pour les ouvrages, donc Jonathan Ginet, qui a sorti un ouvrage sur les bradites. En fait, ce sont des observations qu'avait relatées Camille Flammarion au XIXe siècle, et également, il a écrit 5 livres concernant la vague de 1954, donc incontournable également. Ensuite, les vidéos, il y a de tout. Il y a à boire et à manger sur Internet. Ouais, c'est ça, faut trier. Et garder son esprit critique. Alors, je pense qu'il faut surtout aller voir là où ce sont des ufologues, des spécialistes qui sont interrogés, et ne pas aller sur les vidéos spectaculaires, etc., où il y a des gens qui vont aller vraiment là aux confins de l'espace, dans leur esprit. Et, Ils sont bredins jusqu'au trognon. Ah, ça c'est clair. Pour reprendre la soupe aux choux. Et donc voilà, notamment aller sur le site d'OVNI Paris, où il y a une centaine de vidéos d'ufologues et de chercheurs différents qui sont représentés. Ah bah ça c'est intéressant, c'est bien, ça fait du contenu. Ça vous permettra d'avoir l'information vous-même et de vous faire votre propre idée. C'est surtout ça qu'on veut. Et puis, une dernière chose, si on veut adhérer à l'association. Alors, si on veut adhérer à l'association, effectivement, oui. Ah, peut-être que du coup, certains se sont dit, tiens, mais oui, je ne savais pas. Voilà enfin l'association que j'attendais. Fini la poterie, je vais plutôt aller vers les ovnis. Alors, déjà, évidemment, pour rejoindre l'association, il faut nous contacter. Suite à ça, donc, nous prenons rendez-vous, soit dans le cadre d'une réunion avec les autres membres que nous on fait tous les mois, avec une adresse précise et autre. Suite à ça, donc, il y a un entretien, évidemment, pour découvrir un petit peu les motivations, les centres d'intérêt concernant le phénomène OVNI. Et suite à ça, si, comment dirais-je, l'agrément est OK, donc l'adhésion se fait. C'est une adhésion de 25 € par an qui permet d'assister aux réunions et d'obtenir des informations concernant le phénomène OVNI. Et s'il y a le cas, participer aux enquêtes, travaux d'archivage, communication. Enfin, c'est un travail conséquent. En tout cas, on arrive au terme de notre émission sur Radio G spéciale OVNI en Anjou. Il me reste quelques minutes. Donc ce soir, nous avons levé les yeux vers le ciel pour mieux questionner notre réalité. Avec Frédéric Brochard, président de l'association OVNI Anjou, nous avons exploré l'énigmatique ciel angevin où les phénomènes inexpliqués ne sont plus seulement l'affaire de la science-fiction, mais bien celle de nombreux témoins. Des témoins sincères, troublés, parfois transformés par ce qu'ils ont vu. Nous avons découvert les coulisses de l'association, la rigueur des enquêtes, le soin apporté à chaque témoignage, mais aussi cette volonté de garder l'esprit ouvert tout en restant ancré dans le monde réel. Nous avons aussi évoqué ces cas marquants, troublants et même dérangeants parfois qui jalonnent les terres de l'Anjou, comme un petit peu des balises qu'on n'a pas encore réussi tout à fait à décrypter. Enfin, nous avons évoqué, et à ne pas manquer, la 4e rencontre ufologique de Montsoreau, prévue en octobre 2025, une édition qui s'annonce riche en partages, en questionnements et en regards croisés. Mais un autre regard, c'est aussi changer de focale, déplacer notre perception, car si certains mystères viennent du ciel, d'autres habitent les plis mêmes de notre esprit. Alors pour notre prochaine émission, qui sera diffusée le 6 mai, je vous emmènerai dans des profondeurs. Pas celles de galeries souterraines, mais celles de notre psyché, de notre mémoire et de notre conscience. Je vous inviterai à pénétrer les mystères du labyrinthe, un symbole universel qui traverse les âges, de la Crète antique à la cathédrale de Chartres. Est-ce que c'est un piège psychique, un chemin initiatique de transformation ? Qu'est-ce que ça révèle sur notre propre chemin intérieur ? Puis, nous plongerons dans les mirages temporels, ces phénomènes troublants où le passé semble surgir au cœur du présent. Des témoins affirment avoir vu une autre époque se superposer à la leur, comme si les couches du temps se superposaient, s'entrechoquaient ou s'ouvraient brièvement. Alors, hallucination collective, trouble perceptif ou une réelle faille dans le tissu du temps. Et enfin, nous parlerons d'une épreuve aussi intime que mystérieuse, la nuit noire de l'âme. C'est un concept mystique d'une traversée intérieure plutôt douloureuse. Mais alors, est-ce que c'est une crise existentielle, une initiation spirituelle ? Eh bien, peut-être les deux à la fois. Nous verrons comment cette obscurité intérieure peut paradoxalement conduire à une renaissance lumineuse. Le ciel nous a parlé ce soir, gardez les yeux ouverts, les antennes sensibles, et surtout n'oubliez pas, les plus grandes énigmes ne sont peut-être pas que là-haut, mais sont aussi en nous.
À très bientôt dans un autre regard. Rendez-vous le 6 mai 21h. Et je vais en profiter maintenant pour remercier notre invité, Frédéric Brochard. Merci de votre visite. Ça, c'est moi qui vous remercie au nom de tous les membres de l'association et des témoins. Eh bien, c'est sur ce mot de la fin que je vous laisse. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous.